bon réveil, c'est le morning, je suis ravie de vous retrouver, c'est la rentrée des classes, nous sommes le 1er septembre, le programme est extrêmement chargé ce matin, merci d'être avec nous et voici tout de suite ce qu'il faut retenir de l'actualité. Après un été passé dans les abris, plus de 2 millions d'enfants israéliens reprennent ce matin le chemin de l'école. Le cœur plutôt lourd. Dans le sud, les habitants ne se sentent toujours pas en sécurité. Et le conflit avec le Hamas a déjà une conséquence concrète. 1,5 milliard de shekels de coupes budgétaires pour l'éducation. Et alors que le Hamas se tient à carreau depuis une semaine, eh bien les yeux des Israéliens, vous le savez, sont rivés sur le front nord. La vigilance est de mise. Hier, c'est un drone syrien qu'Israël a intercepté sur son propre territoire. Et le front Al-Nosra publie les photos des 43 casques bleus retenus en otage, assurant qu'ils se portent bien. Enfin, les États-Unis condamnent la décision d'Israël de saisir 400 hectares en Cisjordanie. Le département d'État américain appelle à annuler cette décision jugée préjudiciable au processus de paix. Le gouvernement israélien a pris ces décisions, je vous le rappelle, en réponse à l'assassinat des 3 adolescents israéliens kidnappés dans cette zone. C'était en juin dernier. Voilà, c'est donc la rentrée scolaire ce matin en Israël. Les cartables sont prêts, les cahiers, les stylos, tout y est. Peut-être, sauf, je vous le disais, le cœur. Après des grandes vacances passées dans les abris, les enfants israéliens ont donc repris ce matin le chemin de l'école. On va retrouver Mathias Inbar, s'il est avec nous, dans la ville de Sderot. Ça va être dans quelques minutes, mais il est temps pour le moment de dire bonjour à nos invités. Jacques Neria, notre spécialiste militaire, merci d'être avec nous. Ancien officier des renseignements israéliens, bonjour à notre Cyril Amar. Bonjour papa. Et Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Alors Jacques, un mot de ces 2 millions d'enfants israéliens qui reprennent ce matin le chemin de l'école. Est-ce que dans le sud, ils peuvent y aller le cœur léger sans penser à courir à l'abri le plus proche? Définitivement, je pense que la guerre est terminée. Il est temps, je dirais, de penser et d'accepter cette situation-là. Ni Israël ni le Hamas n'ont envie de reprendre, je dirais, les combats. Il est certain qu'on attend pour l'instant le mois prochain pour commencer les négociations. Et puis, si les négociations ne vont pas réussir, écoutez, vous l'annoncez d'emblée. Oui, bien sûr, tout à fait. Les deux parties, tout simplement, prendront leur temps pour s'organiser, réorganiser. Et puis, ça sera, comme je l'avais toujours dit, une partie remise pour plus tard. Un mot de ces négociations, Ali, elles devraient s'ouvrir dans les heures qui viennent au Caire. Elles devraient durer 1 mois. Côté palestinien, on en attend quoi? Côté palestinien, les signes sont assez mauvais. D'un côté, il y a des échanges d'accusations entre le Fatah et le Hamas sur la question des salaires, sur la question des arrestations mutuelles des militants des uns et des autres, ce qui signifie que la délégation palestinienne en négociation au Caire ne sera pas unie. Le Hamas déjà met en question le mandat donné au président de l'autorité palestinienne de conclure un accord avec l'Égypte et avec Israël. Donc pour le moment, les signes ne sont pas très encourageants. Dans les chaînes de télévision, dans les médias des deux côtés, on voit des échanges d'accusations. Le Hamas, lui, cible très haut. Il veut que dès le début, on discute du port, de l'aéroport. Et il ne sera pas prêt à accepter des gestes qui ont pour but de mettre un petit changement dans la vie des Gazaouis, mais des vrais changements qui lui permettront de dire ces changements sont les résultats de la guerre. Israël, vous le dites, Jacques, n'a rien accepté comme précondition, ne va probablement rien accepter de ses exigences non plus. Israël a donc tout intérêt à faire durer ces discussions sans que cela n'aboutisse. Pas nécessairement. Écoutez, pour nous, il est très clair que si jamais les choses vont arriver telles que Ali Waked est en train de le présenter, ce sera un non définitif. Il n'y a pas de quoi discuter pour l'instant. Il n'y a pas de discuter. On ne discutera pas avec le Hamas pour donner un port. Le port est tout à fait hors question. L'aéroport, c'est encore à douter. Donc pour l'instant, je dirais les principales demandes sont bloquées. La question des salaires est problématique du point de vue palestinien, parce que l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne voudrait pas être responsable de donner, de payer des salaires à une organisation qui est considérée comme une organisation terroriste, donc qui est hors la loi et qui est interdite par la loi américaine. Donc tout cela, je dirais, crée un imbroglio
difficile à défaire. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop comment, après 2, 3, 4 séances, où est-ce qu'on continue avec ça. Oui, mais 2 petites remarques, Barbara, s'il vous plaît. Il y a, les 30 jours du cessez-le-feu, pour le Hamas, ça commence à compter les 30 jours. Donc ça ne peut pas durer les négociations sans que le Hamas décide de les gâcher ou de mettre fin à ces négociations. Pour lui, il y a 30 jours pour les négociations. Donc le cessez-le-feu n'était pas illimité. L'analyse du Hamas, c'est que ce n'est pas un cessez-le-feu illimité dans le temps, mais un cessez-le-feu de 30 jours. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les actes unilatéraux, non pas entre Israël et les Palestiniens, mais entre Palestiniens et Palestiniens. Hier, le Hamas a participé à une conférence qui avait pour but de discuter la reconstruction de la bande de Gaza, et cette conférence a eu lieu où ? Elle a eu lieu en Turquie. Donc, le Hamas insiste à ce que la Turquie fasse partie de ces négociations, fasse partie de ces efforts de la reconstruction de la bande de Gaza, ce qui signifie que la tension entre médiateurs, entre joueurs régionaux qui peuvent ou doivent être, bien sûr. Voilà, et risque de faire capoter peut-être une fois de plus ces négociations. Tout peut échouer non pas à cause de la position israélienne, mais à cause des Palestiniens eux-mêmes. Donc, voilà. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord eux-mêmes sur comment procéder, et le problème est là. Hamas s'est battu contre Israël. Il a tenu tête 50 jours, ça n'a pas d'importance, il a été défait ou pas défait, il a reçu une grande, entre parenthèses, entre guillemets, une grande raclée. Le problème est là. Il ne veut pas céder à l'autorité palestinienne une place d'honneur. Donc, il veut être intégré et ce sont donc les difficultés qu'on risque de voir et de rencontrer au Caire dans les jours qui viennent. On continuera évidemment de suivre ces discussions de très près, mais on se tourne pour le moment vers le sud d'Israël, dans la ville de Sderot, où on retrouve Mathias Inbar devant une école. Ça y est, il est 8h passées de quelques minutes et les enfants ont retrouvé les classes. Exact, Barbara. Bonjour, les enfants sont arrivés à l'école à partir de 7h30. Je dois dire le sourire aux lèvres avec leurs parents, les cartables, tout était fin prêt pour qu'ils reviennent s'asseoir dans les salles de classe. 3 écoles là où nous nous trouvons, avec la société multiculturelle israélienne, des écoles religieuses et moins religieuses ici. Plus de 250 000 enfants qui sont concernés dans le sud, en tout cas dans un rayon de 40 km autour de la bande de Gaza, qui rentrent ce matin. En tout, plus de 2 100 000 enfants, cher Bombin, qui rentrent ce matin à l'école. Plus de 150 000 en Kita Aleph, c'est-à-dire l'équivalent du CP en France. Alors on leur souhaite évidemment bonne chance, une belle année scolaire, mais un mot quand même, Mathias, de ces enfants qui vivent à la frontière avec la bande de Gaza. Sderot a été touché durement pendant 50 jours. Leurs parents ont utilisé depuis 2 mois le mot frustration, le fait de ne pas avoir été entendus par le gouvernement, ni pendant ni après l'opération. Quel est leur état d'esprit ce matin ? Eh bien, tout simplement, ils sont contents de rentrer à l'école. Et un enfant me disait tout à l'heure qu'il a eu 50 jours sans vacances, mais commence désormais le fait de pouvoir retrouver ses copains, tout simplement parce que, il me disait, il a 10 ans, lui a connu les précédentes guerres, le plomb durci notamment les années précédentes, et qu'il est content de retrouver ses copains. Il est resté pendant quasiment 50 jours avec ses parents dans la chambre de confinement, et finalement il peut rentrer à l'école, faire des activités, voir ses copains, jouer. Et donc c'est pratiquement c'est plus une frustration justement de ces 50 jours passés, c'est au contraire une joie de pouvoir rentrer à l'école. Voilà, merci beaucoup Mathias Inbar. On vous retrouve tout au long de cette édition. On rappelle les mots de Binyamin Netanyahou à l'adresse de ces écoliers. Je sais que vous n'avez pas eu de vraies vacances. Ça a été un été plutôt difficile pour ces enfants. Mais Jacques, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces enfants sont mieux protégés qu'il y a 2 mois ? Écoutez, du point de vue des abris, donc, la majeure partie des écoles, les grandes écoles dans les régions frontalières, sont protégés, mais le problème est le suivant, vous avez dans une école 300-400 élèves, et puis à supposer à Dieu ne plaise qu'il y ait une sirène, il faut combien, 45 secondes. En 45 secondes, est-ce qu'on peut tasser 500 élèves dans un abri? Impossible. Donc c'est une situation impossible du point de vue israélien, et le calme est impératif, et c'est pour cela que le Premier ministre a dit qu'il ne supporterait pas qu'il y ait des attaques par-ci par-là. La réponse israélienne serait très forte.
Alors on note quand même, Ali, ces mots ce week-end du Premier ministre et du ministre de la Défense israélien qui ont donné des interviews pour la première fois depuis cessez-le-feu en disant que finalement aucun d'entre eux n'a voulu s'avancer sur le fait que le calme serait maintenu à long terme dans le sud du pays. Pourquoi tant de précautions à votre avis ? Parce que le Hamas n'a pas eu toutes ces demandes au cours des négociations sur le cessez-le-feu. Le Hamas a accepté un peu obligé un cessez-le-feu qui n'a pas rencontré toutes ces demandes d'ordre stratégique. Et d'ailleurs, une semaine après ce cessez-le-feu, si on examine qu'est-ce qui a changé, il y a peut-être un petit changement dans ce qui rentre à la bande de Gaza, point de vue marchandises du côté de Kerem Shalom, la frontière avec Israël, et encore beaucoup moins du côté du point de passage de Rafah avec l'Égypte. Donc le changement n'est pas encore réel, n'est pas encore concret. Des dizaines de milliers de Palestiniens n'ont pas encore des abris, des maisons. Les écoles, on est à 2-3 jours après la rentrée palestinienne, et les écoles palestiniennes à la bande de Gaza sont encore peuplées, non pas par des étudiants, non pas par des élèves, mais par des familles qui ont trouvé des abris ou qui ont trouvé des alternatives à leurs logements qui ont été détruits. Donc la situation à la bande de Gaza oblige le Hamas à présenter une position très ferme vis-à-vis des négociations, vis-à-vis de ce qui attendent de ces négociations. Parce qu'il a accepté ce cessez-le-feu trop facilement, c'est ce que lui reproche notamment le président palestinien. Parce qu'il a été obligé d'accepter ce cessez-le-feu. Il n'avait plus le choix. Mais Barbara, je tiens à faire un point sur le fait que la décision israélienne d'hier de confisquer quelques centaines d'hectares risque de pousser le président palestinien à prendre des mesures qui ne veulent pas éliminer la tension avec le Hamas, mais qui veulent plaire au Hamas, s'adresser à nouveau aux institutions internationales. Donc on risque de voir un front de négociation au Caire, mais un nouveau front de confrontation diplomatique avec l'autorité palestinienne. Voilà, et c'est évidemment la une, le principal titre des journaux ce matin, Cyril Amar, cette affaire, Israël qui décide de saisir 400 hectares en Cisjordanie. Voilà, il faut rappeler, Barbara, que la décision a été entérinée hier, certes, mais qu'elle avait été prise en juin dernier. C'était après l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens. Et c'est précisément dans le secteur du Gush Etzion, près de Bethléem, là où précisément ces 3 jeunes avaient été kidnappés, et bien que se situent ces terres qui vont devenir des terres domaniales, une terre propriété de l'État d'Israël. Et le quotidien israélien de gauche, Haaretz, qui nous explique ce matin que cette appropriation est rendue possible par une loi ottomane qui date de 1858 et qui permet à Israël de récupérer des terres non occupées et non cultivées. Alors sans doute les réactions ont fusé, et si le Conseil des implantations du Gush Etzion salue ce matin l'annonce du gouvernement israélien en y voyant la naissance d'une nouvelle ville dans son secteur, eh bien les Palestiniens, eux, ont dénoncé un crime de guerre d'un gouvernement qui, je cite, prouve une fois de plus qu'il ne souhaite pas promouvoir la solution des 2 États. Alors le Times of Israel, c'est un quotidien israélien en langue anglaise, relate ce matin de son côté la réaction des États-Unis, le département d'État américain qui estime qu'Israël devrait bien reconsidérer sa décision, une décision qui, a-t-il dit, nuit dangereusement au processus de paix. Voilà, on risque d'avoir donc un mois de septembre extrêmement tendu, en tout cas entre Israël et Ramallah. Jacques, vous en pensez quoi de cette décision ? Écoutez, cette décision ne va pas provoquer une 3e intifada. Certainement pas. Je suis d'accord avec Ali que du point de vue international, la communauté internationale sera alertée par l'autorité palestinienne. Déjà, des signes précurseurs ont été entendus de sa part il y a déjà quelques semaines. Donc, ça sera un nouveau front qu'il faudra tout simplement ajouter aux autres fronts qui existent déjà dans la région. Cyril, la presse arabe, elle, fait état ce matin, on en parle avec Ali brièvement, d'une nouvelle escalade verbale entre le Hamas et le Fatah, alors qu'on l'a dit, les discussions au Caire doivent reprendre imminemment. Ouais, c'est-à-dire ce matin, en une du quotidien Pan-Arabe, à Sharq al-Awsat, le Moyen-Orient, en français dans le texte, une nouvelle escalade verbale donc entre les 2 factions palestiniennes. Selon le journal arabe international, les 2 mouvements s'accusent réciproquement. Alors dans un communiqué, c'est d'abord le Fatah qui a condamné hier les agressions dont auraient été victimes 300 de ses cadres
dans la bande de Gaza pendant l'opération Bordure Protectrice. Et cette autre accusation du Fatah, également le Hamas, qui aurait confisqué des vivres et des médicaments transférés à Gaza depuis la Cisjordanie, mais également depuis d'autres pays arabes. Les produits auraient été distribués, nous dit-on, dans les mosquées du Hamas et revendus sur le marché noir par les miliciens de l'organisation islamiste palestinienne. Alors le Hamas, de son côté, lui, n'est pas en reste puisqu'il accuse les forces de sécurité palestiniennes de Cisjordanie, donc sous le commandement de Mahmoud Abbas, du président de l'autorité palestinienne, d'avoir mené un vaste coup de filet dans les rangs du mouvement. C'était à Hebron, à Ramallah et Tulkarem lors des grandes manifestations des scènes de liesse qui avaient éclaté pour célébrer ce qui est considéré en Cisjordanie comme la victoire du Hamas pendant l'opération israélienne. Et puis, à la une du journal palestinien Palestine, c'est un journal qui paraît dans la bande de Gaza, ce coup de fil poignant entre le chef politique du Hamas, vous le voyez, il est à l'écran, Ismail Haniyeh, et l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Un coup de téléphone pour dire merci. Merci à Doha de son soutien indéfectible au Hamas pendant ces 51 jours de combat. Et le souverain qatari qui a tenu de son côté, lui aussi, à remercier son interlocuteur pour avoir, je cite, rendu la fierté aux Arabes et aux musulmans. Et l'émir qatari qui a également promis son aide évidemment à la reconstruction de la bande de Gaza, qui, comme chacun sait, prendra entre 15 et 20 ans. a signé un petit chèque. Voilà, exactement. Direction l'Irak également, ce matin dans les journaux, avec cette victoire symbolique remportée par l'armée irakienne contre l'État islamique. Oui, petite victoire, mais une victoire psychologique s'il en est. C'était en une du journal Al-Mada. Vous voyez des soldats de l'armée irakienne donc en pleine opération pour briser le siège de la ville d'Amerli. La ville d'Amerli qui est placée depuis 2 mois sous le siège de l'État islamique. Amerli est libre, nous dit le journal, et tous les Irakiens participent désormais à la levée du siège des djihadistes. L'armée irakienne qui a été appuyée par des miliciens et par des miliciens kurdes et des frappes aériennes américaines et qui a donc libéré hier les quelques 20 000 chiites turcomanes qui habitent la ville d'Amerli à 160 km au nord de la capitale irakienne, Bagdad. C'est significatif, Ali, cette victoire symbolique? Ça peut changer la donne? Elle est symbolique, mais si jamais les raids américains s'intensifient et si jamais les Irakiens, la direction irakienne qui est encore à très grande majorité chiite, s'entend avec les élites chiites et les chefs de famille, et dans une autre place dans ce journal, on a vu que les tribus sunnites commencent à former des milices sous la tutelle de l'armée. Ça peut être un point de tournant dans cette guerre. Pour le moment, l'hésitation américaine ne nous laisse pas anticiper, savoir dans quelle direction va cette guerre. Je voudrais ajouter, il y a quelques semaines de cela, il faut tout simplement prendre conscience qu'il y a, je dirais, un retour de fortune contre l'État islamique. Le barrage de Mossoul a été repris. Les localités kurdes ont été reprises. Kirkouk a été reprise par les Kurdes. Amerli aussi. Il y a certaines régions où le djihad islamique a été repoussé, naturellement avec l'aide américaine. Il faut se rappeler que les Kurdes se sont retirés de Sinjar parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Aujourd'hui, les munitions sont fournies par l'armée irakienne, par les Américains, par les Australiens, par les Tchèques. Tout le monde s'unit pour donner aux Kurdes une capacité de guerre, ce qui fait que, je dirais, les Kurdes, au moins dans leur région, sont beaucoup plus sécurisés qu'ils ne l'étaient il y a un mois. Oui, mais si jamais les Américains se retirent de leur engagement, l'État islamique a prouvé dans le passé très proche, qu'il est capable, si jamais il décide de lancer une contre-offensive, à s'emparer de la majorité de ces territoires qu'il a perdus dans ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc il faut une décision américaine très claire qu'on continue à se battre contre l'État islamique, parce que l'État islamique est très riche, l'État islamique contrôle encore des champs de pétrole, l'État islamique... On va en reparler en Syrie notamment, mais on termine, Cyril, cette heure vite presse sur un mot de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, on l'a dit, c'est la rentrée des classes. Et voilà, avec ce titre très évocateur du Yediot Ahronot, il est 8 heures après la guerre. C'est donc avec ce titre que le quotidien à grand tirage annonce la rentrée scolaire de plus de 2 millions d'élèves israéliens ce matin. Les héros de la guerre, ce sont eux. Vous les voyez donc en une du journal. Et ils rentrent à la maternelle, surenchérit le journal populaire, à 8 heures tapantes. Donc ce ne sont plus les sirènes d'alerte qui retentiront, mais bel et bien la sonnerie de l'école, une sonnerie salvatrice selon le journal, qui sonne le glas d'un été, vous l'avez dit, pas comme les autres pour les enfants israéliens.
Voilà, et merci beaucoup Cyril. On va effectivement parler de ce qui se joue au front nord israélien, à la frontière avec la Syrie. On parlait de l'État islamique il y a quelques instants. Les événements, vous le savez, se succèdent. En Israël, on reste extrêmement vigilant. Hier, c'est un drone syrien qui a été abattu par Israël sur son propre territoire. On va en reparler, mais juste avant, le rappel des faits en images. Les 40 casques bleus fidjiens retenus dans le Golan syrien depuis 4 jours ont été enlevés par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'organisation a revendiqué l'enlèvement ce dimanche. Le groupe qui combat auprès des rebelles en Syrie a publié des photos des soldats et leurs cartes d'identité, tout en assurant qu'ils étaient bien traités. Le commandant de l'armée fidjienne a déclaré que des efforts étaient en cours pour libérer les hommes. À ce stade, nous ne savons toujours pas l'emplacement exact de nos troupes. Nous poursuivons les négociations à tous les niveaux. Il y a l'équipe officielle de négociation menée par les négociateurs de l'ONU et il y a les négociations locales menées par les Fidjiens sur le terrain avec des contacts locaux. Ce samedi, 75 agents philippins de la Force des Nations Unies pour le désengagement sur le Golan ont été évacués de la zone. Ils étaient en position périlleuse après des confrontations avec les rebelles syriens. Le côté syrien du plateau est le théâtre d'affrontements entre rebelles et armées régulières depuis plusieurs jours. La branche syrienne d'Al-Qaïda avait pris la semaine dernière la ville de Quneitra où se trouve l'unique point de contact entre la Syrie et Israël. Depuis, le conflit syrien semble déborder sur le pays. L'armée israélienne a annoncé avoir abattu dimanche un drone venu de Syrie et passé de son côté de la ligne de démarcation sur le plateau du Golan. Elle n'a pas précisé qui opérait le drone. Pour le moment, Tsahal reste dans la retenue face aux événements, mais Israël se tient prêt à riposter à toute violation de sa souveraineté. Nous avons déjà pris des mesures, nous n'avons pas attendu. Nous avons reconstruit et rénové la barrière de sécurité. Al-Nosra est présent là-bas depuis 5 mois. Nous sommes préparés à plusieurs possibilités. Mais cela montre ce que je dis toujours, nous vivons dans un Moyen-Orient difficile et par rapport aux autres pays, nous prenons soin de notre sécurité et de l'économie mieux que tout le monde. Mais nous sommes confrontés à des défis sur plusieurs fronts et donc nous allons continuer à faire ce qui est bon pour la sécurité d'Israël et de ses citoyens. Depuis le début des violences à Quneitra, plusieurs obus de mortier et balles perdues avaient atteint Israël. 2 soldats ont été blessés. Ali, ce drone a été envoyé par qui et pourquoi ? Bon, selon les pronostics israéliens, c'est un drone de l'armée officielle syrienne qui a perdu son chemin. Il n'y avait aucun but de violer la souveraineté aérienne israélienne. Ça, c'est ce qu'on a attendu. Et je ne vois pas l'armée syrienne pour le moment ouvrir un nouveau front avec le côté israélien. Pour l'armée syrienne, le grand défi, c'est de récupérer le point de passage à Quneitra. Qui contrôle ce matin ce point de passage ? Pour le moment, ceux qui contrôlent ce point de passage ce matin, c'est le front d'Al-Nusra. Le front d'Al-Nusra, c'est la représentation officielle d'Al-Qaïda dans cette guerre civile en Syrie. Mais il faut faire attention à la suivante, Barbara. Al-Nusra, comme l'État islamique, émane d'Al-Qaïda. Les tous sont des djihadistes salafistes. Une qui a été adoptée officiellement par Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda. Une autre qui n'a pas accepté la direction de M. Joulani, le chef de Al-Nusra, et donc c'est divisé, mais il s'agit d'Al-Qaïda. Et suite à la campagne internationale qui risque d'être menée ou qui peut être menée contre l'État islamique, déjà des discussions entre l'État islamique et Al-Nusra de former un camp commun pour faire face à cette campagne occidentale, ce qui signifie que si jamais Al-Nusra et l'État islamique se réconcilient, on a l'État islamique à la frontière avec Israël, on a l'État islamique très proche de la frontière avec la Jordanie, et c'est tout un contexte totalement différent. Vous y croyez, l'État islamique aux portes d'Israël ? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Jabhat al-Nusra et l'État islamique sont en train de s'entre-égorger.
Donc du côté de Raqqa, du côté de Raqqa, ça fait déjà plus d'un mois. C'est des centaines qui ont été égorgés, carrément égorgés. Et une première coalition entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique a essayé de prendre Arsal. Après avoir échoué en prenant Arsal et kidnappé des dizaines de soldats libanais, ils se sont de nouveau mis à tirer l'un contre l'autre. Dans la région sud, l'État islamique n'existe pas, donc du côté du Golan. Par contre, il y a plus de 40 factions de djihadistes qui sont là-bas. Et ces djihadistes-là, aux portes d'Israël, sont moins dangereux que l'État islamique? Écoutez, pour l'instant, ils sont en train de s'entretuer l'un l'autre. Et je dirais, en premier lieu, ils sont occupés à essayer de défaire l'armée d'Assad. C'est leur première priorité. La deuxième priorité, c'est d'essayer, comme on l'a vu, d'atteindre la mer. Ils veulent avoir un port du côté de Tripoli, donc c'est Arsal. Pas de menace directe sur Israël. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Mais je suis d'accord que dans un proche avenir, on pourrait à la rigueur se retrouver avec Jabhat al-Nusra ou à l'État islamique sur la barrière israélienne. Et il faudra tout simplement se décider. Et surtout, si les forces de l'ONU décident de se retirer. Si elles se retirent, là, nous avons un gros cas. Parlons-en de ces forces de l'ONU. On l'a vu ce week-end. Les soldats onusiens ont été pris en étau dans ces combats. Lors d'une trêve de quelques heures, ils ont pu être évacués vers Israël. Ça veut dire qu'il n'y a plus de forces d'interposition internationale sur ce point de passage? Nous sommes encore là, nous ne sommes pas encore là. Il y a encore 3 bataillons qui sont sur place. Il y a le bataillon de Fidji, le bataillon népalais, le bataillon de... encore un bataillon philippin qui est au sud. Ils ne se sont pas tous... et il y a aussi le bataillon logistique indien qui est encore sur place. Est-ce que si ça continue, l'ONU ne va pas décider alors, ce qui va se passer, c'est comme les Autrichiens à l'époque, ils ont retiré leur force. Si jamais ça va se passer, de nouveau, ça va tout simplement donner raison à Israël de ne pas se fier aux forces de l'ONU. Ça, c'est d'un. De deux, on va créer cette zone tampon qui servait de séparation entre l'armée israélienne et l'armée syrienne ne va plus exister. Est-ce qu'elle sera occupée par les rebelles? Est-ce qu'Israël acceptera cette situation? Alors là, nous avons un gros problème. Est-ce qu'Israël ne va pas tout simplement prendre les devants et prendre des positions préférentielles dans cette région? Avec ses propres soldats, naturellement, pour ne pas laisser effectivement Al-Qaïda sur les barrières. En tout cas, Ali, depuis 3 ans et demi, on le voit, Israël a essayé de se tenir complètement à l'écart de cette guerre civile syrienne. Sa ligne rouge est claire, on l'a vu encore hier, c'est toute violation de sa souveraineté sur son propre territoire. Mais c'est une ligne extrêmement délicate avec laquelle on joue quelque part. Israël n'a pas envie de se lancer dans ce conflit, n'a pas envie de réinvestir des points frontaliers avec la Syrie. Oui, mais vous savez, Barbara, des obus mortiers ont touché le territoire israélien ces derniers jours. Imaginez qu'un de ces obus touche une maison ou touche une maternelle ou touche une école. Donc tout va changer. L'Occident est à présent en train de faire le choix entre soutenir l'opposition syrienne, mais l'identité de l'opposition syrienne n'est pas encore claire, ou au contraire, elle est claire, elle est plutôt djihadiste que libérale et séculaire. Donc, toute intervention contre cette opposition, soit l'État islamique, soit le Front al-Nusra, signifie indirectement un soutien au régime de Bachar al-Assad. Alors, comment est-ce que l'Occident va expliquer le fait que pendant 3 ans, il a fait tout pour éliminer le régime du Bachar al-Assad et du coup, il est en train de coordonner et de soutenir ce même régime? Voilà, les choses sont extrêmement mouvantes. Tout à fait d'accord, c'est un grand problème. Il y a en fait une coopération tacite entre l'Occident et le régime syrien et ce qu'on ne veut pas admettre, une coopération avec l'Iran. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. À suivre, on reparle de la rentrée scolaire sur fond de coupes budgétaires drastiques. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. C'est le morning, nous sommes le 1er septembre et on l'a dit, c'est la rentrée scolaire ce matin en Israël, une rentrée scolaire particulièrement tendue. Les écoliers ont passé, vous le savez, un été dans les abris, mais des tensions budgétaires également. Le conflit à Gaza a coûté cher et le gouvernement a voté hier des coupes horizontales à hauteur de 2 milliards de shekels pour financer l'opération Bordure Protectrice, mais également pour financer un programme de développement des localités frontalières avec la bande de Gaza. Explication signée Léa Berdugo.
Le gouvernement a pris ses quartiers ce dimanche dans le conseil régional de Chof Ashkelon dans le sud du pays, largement touché par les tirs de roquettes et d'obus de mortier. Pour le Premier ministre, une priorité, afficher son soutien aux populations du sud qui ont largement critiqué sa politique au cours des 2 mois de conflit. La réponse sioniste adéquate à donner à nos ennemis, ce n'est pas uniquement de les frapper et de les vaincre dans toutes les opérations, mais aussi de développer notre pays. À l'issue de ce Conseil des ministres, un plan de reconstruction et de développement des conseils régionaux situés à moins de 7 km de la bande de Gaza a été approuvé. 1,5 milliard de shekels, c'est-à-dire environ 300 millions d'euros, vont être alloués à la reconstruction des conseils régionaux de Sha'ar HaNegev, Chof Ashkelon, Sdot Negev ou encore celui d'Eshkol. Les responsables de ces régions évoquent des dégâts considérables. Les secteurs proches de la bande de Gaza qui subissent des menaces comme les tunnels ou les tirs d'obus de mortier indétectables recevront l'aide dans un premier temps. Puis en deuxième, ce sera au tour des villes comme Ashkelon, Ashdod ou Be'er-Sheva. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'un plan concernant les villes du Sud serait annoncé dans 1 mois. Un message qui a suivi le coup de colère du maire d'Ashkelon. Itamar Shimoni a trouvé inconcevable que la ville la plus touchée d'Israël ne reçoive pas un shekel. Les habitants d'Ashdod, d'Ashkelon ou de Be'er-Sheva, villes qui ne sont pas incluses dans ce plan, se sont en effet sentis laissés pour compte. Les retombées économiques du conflit ont été très importantes dans cette région. Les entreprises et les commerces ont été paralysés pendant 2 mois. Nombreux sont ceux qui ont dû licencier ou mettre leurs employés au chômage technique. Ils devront donc attendre quelques semaines pour être indemnisés. Voilà, et nous sommes en compagnie de Dan Ketarivas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Est-ce que ces coupes sont nécessaires ou sont-elles exagérées ? Écoutez, il est certain que les 50 jours de conflit ont eu également une répercussion économique, pas seulement sur les commerces et sur les industries autour de la bande de Gaza, mais dans le pays tout entier, puisque le tourisme, par exemple, a été touché d'une façon assez forte, puisque c'était en pleine saison touristique. Donc, certainement, il y a aussi le côté économique ou les dégâts économiques, ou les pertes et le coût économique de l'opération. Maintenant, il faut se souvenir que nous sommes une économie relativement forte. Nous avons déjà eu l'expérience de 2 conflits auparavant avec la bande de Gaza, où finalement, heureusement ou malheureusement, nous sommes habitués à récupérer. Nous avons des mécanismes que nous avons mis en marche avec le gouvernement pour justement compenser les commerces, les industries, pour que les pertes et les dégâts soient minimisés au maximum. Donc aujourd'hui, il y a un plan qui d'ailleurs est le même plan qui a existé il y a 2 ans, qui a été remis en place, qui permet et aux commerçants et aux industriels de minimiser les dégâts. Ils vont être compensés pour une partie des pertes qu'ils ont. Et je pense que l'économie israélienne ne va pas souffrir de façon très importante de cette opération. Il va y avoir des dégâts, mais ils sont tout à fait, je dirais, les dimensions sont relativement limitées. Voilà, vous êtes prudent. En tout cas, l'addition est salée et ça commence directement pour tous les ministères israéliens et notamment pour le ministère de l'Éducation. Mathias Inbar, c'est la rentrée des classes. Vous êtes donc devant une école de la ville de Sderot. Alors, on l'a dit, des coupes sévères pour le ministère de l'Éducation. Concrètement, ça va se traduire comment ? Eh bien, un chiffre, 480 millions de shekels, moins de 100 millions d'euros. C'est le coût estimé par le ministère de l'Éducation. En tout cas, la note sera effectivement salée pour le ministère de l'Éducation. Mais le ministre, Shai Piron, a bien déclaré qu'en temps de guerre, il fallait tous être solidaires. Voilà pourquoi le ministre de l'Éducation n'allait pas se plaindre des coupes budgétaires qu'allait lui imposer le gouvernement et surtout le ministère des Finances. Il faut le savoir aussi quand même, il y a une dose de politique dans cette déclaration puisque le ministre des Finances est le patron de Yesh Atid, qui est le parti également du ministre de l'Éducation, Shai Piron. Alors, le ministre Piron, Mathias, a rappelé que tous les nouveaux programmes qui étaient prévus cette année allaient être maintenus. Alors, les coupes dans le ministère de l'Éducation vont se passer où et comment ?
et bien surtout dans le nombre de professeurs, de nouveaux professeurs, de nouvelles créations de classes. Il y en a eu moins que prévu cette année. Certes, les programmes resteront tels quels, mais il y avait d'autres programmes, par exemple des créations de classes pour enfants religieux et non religieux, des créations de nouvelles classes, notamment dans les minorités musulmanes du triangle, c'est-à-dire en dessous de Baka, El-Garbia et de Nazareth. Celles-ci devraient être peut-être concernées. Pour l'instant, difficile de savoir exactement parce que la carte n'a pas été clairement définie par le ministère de l'Éducation concernant les nouvelles créations de classes et où elles seront concernées, ou surtout ces zones de coupe budgétaire toucheront dans quel secteur exactement. Dan Ketarivas, l'éducation qui paye le prix de cette opération bordure protectrice. Écoutez, c'est intéressant, le ministre de l'Éducation a ce matin déclaré que ce n'était pas une coupure de son budget, mais on réduisait l'augmentation qu'il a reçue l'année dernière. Donc c'est intéressant, lui a présenté ces coupures non pas comme une vraie coupure, mais on réduit l'augmentation qu'il a reçue l'année dernière. Bon, il est certain que le côté politique, il est dedans. M. Lapide et M. Pirol sont du même parti, donc ils ne vont pas se taper dessus en public. Mais je pense qu'il faut effectivement... on parle d'ailleurs des coupures du budget de 2014. Donc, je pense que le prix de l'opération sera encaissé par le budget 2014, mais on est déjà en train de discuter le budget 2015. Maintenant, il est certain que l'Éducation nationale, il faut essayer de minimiser les coupures dans ce domaine-là, puisque c'est l'avenir du pays. On va en reparler dans un instant, le budget 2015 qui va être présenté dans 10 jours. On en reparle dans un instant, mais je me tourne tout de suite vers Arié Azoulay, qui est l'ancien maire de la ville d'Ashdod. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors on l'a dit, ces coupes sont faites pour financer notamment un plan de développement des localités frontalières avec la bande de Gaza. Et dans l'immédiat, votre ville, Ashdod, n'est pas concernée par cette aide d'1,5 milliard de shekels. Est-ce que vous êtes déçu ? Non, le problème n'est pas d'être déçu. Ashdod est une grande ville, mais qui a reçu cette année, dans ce dernier conflit, plus de 240 roquettes, avec 13 qui sont tombées en pleine ville. Donc il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de blessés. La structure économique, surtout des petits commerces, a été touchée. Donc c'est normal que l'État s'interroge sur la manière d'aider Ashdod et Ashkelon et Beersheva d'ailleurs, peut-être un peu plus Ashdod et Ashkelon. Mais d'après ce que j'ai compris à la visite même du Premier ministre après la réunion du gouvernement hier à Ashdod, il a tenu à venir à Ashdod et il a promis que c'était juste une phase qu'il y avait une commission qui avait étudié. Alors ils ont commencé par une première tranche concernant les kibbutzim et les sderot de la bande de Gaza, ce qui est absolument naturel et normal. Il fallait faire quelque chose de très rapide et que la deuxième phase, justement, la commission doit maintenant proposer quoi faire et combien il faut ajouter aux villes Ashkelon, Ashdod. Voilà, en tout cas, ce serait fait, Arié Azoulay, dans un deuxième temps. Les choses ne sont peut-être pas acquises. Entre-temps, le vote du budget 2015 sera voté, ce qui pourrait poser problème pour ce deuxième paquet d'aide. On a vu notamment le maire d'Ashkelon très en colère sur cette décision où les grandes villes, vous l'avez dit, ne sont pas concernées. Les grandes villes du Sud, Ashdod, Ashkelon, Beersheva. Est-ce que vous vous sentez délaissé une fois de plus par le gouvernement ? Non, pas sur ce point. Je me sens délaissé par ce gouvernement, pas en tant qu'Ashdod, mais en tant que citoyen, parce que je pense qu'un gouvernement qui fait des coupures... La guerre est claire, elle coûte de l'argent, il faut y mettre. Mais des coupures, c'est la première fois dans les annales du budget que les ministères de l'aide sociale et les ministères de la santé et de l'éducation ont été touchés de cette manière. Parce que c'est une coupure à 2%, et vous l'avez même mentionné, le fait que ces trois ministères sont du même parti de Lapide, donc ils n'ont pas pu mener avec lui la grande discussion. Par exemple, comme la fameuse idée de TVA zéro qui va coûter au gouvernement plus de 3 millions, qui est farfelue et qui ne résout pas le problème, mais que c'est une promesse d'élection. Donc la question n'est pas d'être délaissé, la question c'est ce gouvernement, dans sa composition actuelle, avec les colonisations et avec ses vues concernant les problèmes sociaux, surtout des couches déshéritées,
est très mal parti. Donc nous pensons en tant que citoyens et en tant qu'Ashdodien, qui est une ville forte, une ville de 240 000 habitants, que le gouvernement, s'il n'a pas encore réussi la partie politique de cette opération, risque même de couler sur la partie économique de cette opération. Merci beaucoup, Arié Azoulay, ancien maire d'Ashdod, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, sur ce que vient de dire Monsieur Azoulay, on l'a dit, ces coupes vont concerner avant tout 3 ministères du parti du ministre Lapid, l'éducation, la santé, les affaires sociales. La défense serait le seul ministère épargné. Est-ce que c'est une décision typique d'un gouvernement de droite, ou alors en Israël, où on se bat pour sa survie, c'est inévitable? Le Premier ministre l'a dit, la priorité numéro 1, c'est la défense. Mais on peut également se rappeler de ce qu'a dit M. Barak, l'ancien ministre de la Défense, qui a dit la défense, ce n'est pas seulement le ministère de la Défense. Il y a aussi la solidité de la société israélienne. Donc, il faut prendre tout en considération. Donc, c'est vrai que pour ce qui est réarmer l'armée israélienne, remplir les stocks, etc., ça c'est une partie du budget, c'est normal, mais effectivement, il faut un ordre de priorité. Alors, la défense qui exige d'ailleurs une augmentation de son budget pour 2015. Mais ça, tous les ans, la défense et le ministère des Finances se tapent dessus. Tous les ans, il y a une discussion, il y a une surenchère. Sauf que cette année, Benjamin Netanyahu l'a dit très clairement, il le soutient. Hein. Tout à fait, mais une fois de plus, M. Benjamin Netanyahu est le Premier ministre, M. Lapid est le chef d'un parti qui veut peut-être une fois remplacer M. Netanyahu. Donc là, il y a la dimension politique qui vient se rajouter. C'est la première fois d'ailleurs depuis des années qu'on a un ministre des Finances qui n'est pas du même parti que le Premier ministre. Donc la discussion n'est pas seulement une discussion, je dirais, professionnelle sur le terrain à analyser quels sont les besoins. Il y a derrière ça beaucoup de politique entre M. Netanyahu et M. Lapid. Nous pensons, en tant que secteur privé, que c'est normal que la défense reçoive une augmentation, mais nous pensons qu'effectivement, tout ne se joue pas que par l'augmentation du budget de la défense. Alors, il faut également faire attention à ce que l'économie israélienne reste solide et que les différents programmes de réforme économique ne soient pas mis de côté, parce que c'est très joli d'avoir une armée très forte, mais il faut une société également qui soit forte. Il faut une économie qui peut supporter cette armée. Et la question que tout le monde se pose, Dan Katarivas, c'est de savoir si le contribuable va devoir mettre la main à la poche. Le ministre Lapid l'a répété, les impôts ne seront pas augmentés. Est-ce que c'est réalisable? Alors, une fois de plus, on parle d'abord du budget de 2015, donc il faut voir quelles sont les prévisions de croissance. Si on se met d'accord sur les prévisions de croissance et sur les revenus éventuels, de là, on peut décider est-ce qu'il y a assez d'argent ou pas assez d'argent, ou il faut augmenter les impôts. Là, on est dans une discussion qui existe d'ailleurs en Europe également, dans différents gouvernements. Quel est le meilleur moyen pour augmenter la croissance, pour refaire décoller l'économie? Est-ce que augmenter les impôts? Quel impôt? Qui paiera ces impôts? Ou au contraire, avoir des réformes? Et là, on est en plein dans la discussion. Et d'ailleurs, on a vu la position de la Banque centrale qui, elle, est pour l'augmentation des impôts. On voit la politique de M. Lapid qui ne veut pas augmenter les impôts. On se souvient que M. Netanyahu, en tant que ministre des Finances, ne voulait pas augmenter les impôts. Donc, on est en plein dans une discussion économique où il y a en fait du pro et du contre. C'est toujours une démarche politique extrêmement risquée d'augmenter les impôts, évidemment, mais même s'il y arrive, Lapid, de ne pas augmenter ses impôts, les classes moyennes vont quand même être touchées par ces réformes. 2015 annonce une année difficile pour les foyers israéliens. Écoutez, ça dépend également de comment 2015 sera dans le monde entier, puisque nous exportons énormément. Dans quelle mesure est-ce que, par exemple, la crise en Europe, où il y aura la croissance qui recommencera en Europe ou aux États-Unis, donc Israël, il n'y a pas que les problèmes internes. Israël est très dépendant aussi de la situation globale. Nous, on va effectivement, je pense que le gouvernement doit prendre des décisions pour mettre les priorités de croissance numéro 1, puisque c'est seulement s'il y a de la croissance qu'on peut à ce moment-là distribuer de l'argent et augmenter des budgets. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'argent et c'est un problème. Mais on est en plein dans la discussion, je dirais, économique, qui n'est pas nécessairement liée à l'opération qui a lieu ou pas. Elle aurait eu lieu même sans l'opération. La grande discussion d'augmenter les impôts ou ne pas augmenter les impôts, d'augmenter le déficit budgétaire, à combien augmenter le déficit budgétaire, tout ça, ce sont des discussions qui ont lieu et qui commençaient à avoir lieu avant l'opération qu'on a eue. Donc on est en plein dans la discussion, d'ailleurs annuelle, et la discussion annuelle je dirais, et les discussions entre le ministère des Finances et le ministère de la Défense, c'est toujours la question, est-ce qu'on va pour les canons ou on va pour l'éducation? Tout ça, c'est une grande discussion. Présentation du budget 2015 le 11 septembre et on verra quelles sont les priorités politiques, vous l'avez dit, du gouvernement. Merci beaucoup Dan Katarivas d'avoir été avec nous. À suivre dans le Morning, une question également ce matin, jusqu'où ira
Vladimir Poutine. Pour la première fois hier, il a évoqué l'idée d'un État pour les régions rebelles de l'Est de l'Ukraine. Le point après un nouveau journal. Ne bougez pas. C'est le morning, merci d'être avec nous sur i24 News. Une question à présent, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Pour la première fois hier, il évoque l'idée d'un État pour les régions rebelles de l'Est de l'Ukraine. Nouveau pied de nez aux pressions des Occidentaux qui lui demandent d'y retirer ses troupes. Vous le savez, sous peine de nouvelles sanctions. On va en reparler dans un instant, mais pour le moment, le point en images. Ce dimanche, Vladimir Poutine a franchi une nouvelle étape. Il a évoqué la création d'un État dans l'est de l'Ukraine. Selon les médias russes, il aurait même précisé l'organisation politique de ce futur pays. Une annonce à contre-courant de la position européenne. L'Union affirme en effet que des milliers de soldats et des centaines de blindés russes se trouvent dans l'est de l'Ukraine, où les combats font toujours rage entre les forces loyalistes et pro-russes. Les Européens se sont donné une semaine pour réfléchir à de nouvelles sanctions contre Moscou. Ils exigent déjà que la Russie retire ses troupes. Et pour le président ukrainien, la situation sur le terrain est particulièrement grave. Nous sommes très proches d'un point de non-retour. Le point de non-retour est la guerre totale qui se passe déjà dans les territoires contrôlés par les séparatistes et quand ce ne sont pas eux, des troupes russes de l'armée régulière. Et quelle que soit l'action offensive qui sera prise, si elle arrive, elle conduira à un point de non-retour. Les responsables séparatistes affirment quant à eux que les insurgés contrôlent près de 50% du territoire des régions de Donetsk et Lougansk. Les rebelles pro-russes sont aussi près de Mariupol, un grand port industriel du sud-est du pays. Et ils sont plutôt confiants. Il n'y a pratiquement pas d'artillerie du côté ukrainien. Il est très difficile de défendre cette ville car il n'y a pas de compréhension ou pas de volonté de la part des dirigeants ou du gouvernement ukrainien de défendre leur propre territoire et leur propre peuple. La chute de Mariupol ouvrirait la route des séparatistes vers la Crimée qui s'était prononcée en mars dernier pour un rattachement à la Russie. Si cette ville stratégique tombait, cela serait donc un échec flagrant pour l'armée ukrainienne qui recule constamment depuis une semaine et qui manque de matériel militaire pour faire face à l'offensive. Voilà, Betsabe, on fait le point de la situation ce matin avec vous. Alors, ce futur État, donc dans l'est de l'Ukraine, c'est la dernière formule utilisée par Poutine. Une idée qui n'a pas vraiment été timidement, non, plutôt à un ton menaçant, puisqu'il a dit aussi à la télévision russe, M. Poutine, qu'il n'allait pas rester les bras croisés alors que, je cite, des gens sont tués à bout portant. Alors, toujours le même aplomb quand il s'agit de nier toute présence militaire russe en Ukraine. D'ailleurs, en Russie, un édito se demande, après la mort de soldats russes, il a été cité par Courrier International, combien de temps peut-on cacher à la nation la mort de ses concitoyens? Combien de temps peut-on convaincre des parents de taire la mort de leurs enfants? Puisque Moscou, face à ces morts, répond « ils se sont perdus ou ils sont en congé ». Alors l'aplomb russe, c'est décidément le dénominateur commun, quand bien même le jeu de Poutine est double, et ce depuis le début de la crise ukrainienne. C'est ce que nous expliquait il y a quelques jours dans une interview au Monde Camille Grand, elle est directrice de la Fondation de recherche stratégique. Il a toujours fait des allers-retours donc entre une approche diplomatique comme en juin lors des entretiens avec Poroshenko, Merkel et Hollande et une surenchère militaire comme par exemple la Crimée a été annexée et la démarche vaut aussi avec les séparatistes dont tout à coup il se sépare quand il prend ses distances suite au crash du MH17, le seul moment d'ailleurs où Moscou ait été mal à l'aise depuis le début de cette crise et auquel il substitue carrément les forces militaires russes quand certains chefs se montrent un petit peu trop indépendants au goût de Moscou.
Moscou. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin aussi des réactions occidentales ? Alors, l'Union européenne est plutôt faiblarde. En tout cas, c'est comme ça que le voient les médias. L'UE donne une semaine à la Russie pour retirer ses troupes sous peine de nouvelles sanctions. Alors, jusqu'à présent, on rappelle que Berlin a exclu toute livraison d'armes. Pas d'armes non plus en vue depuis pour l'OTAN. L'OTAN, dont certains pays proposent des financements pour la logistique, la cyberdéfense. Des fonds de soutien sont aussi envisagés. Pas de recours à la force non plus, ça a été précisé par Barack Obama, mais des cartes plus stratégiques. Alors on a ces éventuelles bases de l'OTAN en Europe de l'Est, même si plusieurs pays européens, notamment la France, s'y opposent. On a ce bouclier antimissile américain en Pologne et en Roumanie qui devrait être déployé, peut-être perçu comme une provocation par Moscou, si ça se faisait. Et puis pourquoi pas cette adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. L'OTAN, c'est déjà dit il y a quelques jours, ouverte à cette éventuelle adhésion. Or, selon la charte de l'OTAN, eh bien, si un pays membre est agressé, les autres ont l'obligation d'intervenir. Alors bien sûr, le sommet de Cardiff, en Pays de Galles, les 4 et 5 septembre prochains, sommet de l'OTAN, nous en dira plus sur ce que veut et peut faire l'OTAN. Voilà. Merci Betsabé. On va en parler avec un spécialiste de la Russie, Philippe Migaud. Bonjour, merci d'être avec nous depuis Paris. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Alors, votre pronostic dans cette crise, jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Oui, bonjour. Écoutez, jusqu'où ira Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine est quelqu'un dont on peut penser ce qu'on veut. Certains l'adulent, d'autres le détestent, mais tout le monde lui reconnaît une qualité. C'est d'être un homme d'État et quelqu'un qui sait jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut ne pas aller. On l'a bien vu notamment à l'occasion de la crise géorgienne de 2008. La Russie aurait très bien pu s'emparer de Tbilissi. Elle a préféré mener une opération mesurée pour prendre des prises de gaz en Géorgie et s'en tenir là. Donc je pense que Vladimir Poutine agira avec prudence. Il souffle le chaud et le froid avec des déclarations qui semblent quelquefois contradictoires mais qui toutes servent la même stratégie. Mais surtout, Vladimir Poutine ira aussi loin que les Occidentaux lui permettent. Et je pense que le problème, c'est que les Occidentaux n'ont pas compris quelque chose. Si vous me permettez une parabole, je ferai très volontiers un parallèle entre les Occidentaux et l'économie française. L'économie française est malade, tout le monde a très bien compris qu'il fallait la réformer, mais personne n'ose s'y mettre. Les Occidentaux répètent depuis des années que le pouvoir dans le monde est en train de changer, est en train de migrer vers l'Asie, est en train d'échapper aux Occidentaux. Pour autant, si tout le monde est d'accord pour faire le constat, personne n'est en capacité, personne ne veut en tirer les conclusions qui s'imposent. Et les conclusions qui s'imposent, elles sont simples. Il faut accepter que dans un certain nombre de crises, dans un certain nombre de situations où nous imposions notre volonté précédemment, eh bien nous ne sommes plus déjà en état de le faire. Ça s'est vérifié en Syrie, ça c'est en train de se vérifier en Ukraine. Alors précisément sur cette question, on l'a vu, les médias qualifient l'Occident, l'Union européenne de timide, de faiblarde, diront certains. Est-ce que l'Occident a encore des cartes à jouer contre Moscou ? Est-ce qu'il souhaite les jouer ? Écoutez, d'abord, il faut bien voir que l'Union européenne, il faut cesser d'en parler comme d'une entité politique ayant un poids sur la scène internationale. L'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants, c'est le premier produit intérieur brut mondial, c'est sur le papier un potentiel phénoménal, mais sur le papier seulement, parce que dans l'ensemble, c'est un espèce de patchwork politique totalement désuni, avec des gens qui ont des objectifs politiques absolument éloignés les uns des autres. Nous n'avons pas, nous, en France ou en Allemagne ou en Italie, les mêmes objectifs que les Baltes ou les Polonais, très clairement. Et donc nous ne sommes pas prêts à nous accorder sur une politique de sanctions massives et communes vis-à-vis de la Russie. Quant à l'OTAN, très clairement, elle a perdu sa raison d'être depuis la fin de l'Union soviétique. Elle est depuis dans un combat permanent pour se donner une nouvelle crédibilité, pour assurer sa pérennité, pour justifier son existence. Mais il faut bien voir une chose, c'est que les Américains, de leur propre aveu, sont en train d'orienter leur stratégie vers la région Asie-Pacifique, que petit à petit, ils quittent l'Europe en termes de moyens militaires, même si ces derniers temps, ils ont fait un retour d'ailleurs plus symbolique que réel. Mais l'OTAN est très clairement aussi un ensemble de nations où les seuls États qui sont, prêts à s'opposer frontalement à la Russie sont des États minuscules. Les États baltes, la Pologne n'est pas un État minuscule, mais ce sont des États qui ne pèsent pas lourd. Les grandes nations européennes de l'OTAN, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, tiennent un discours extrêmement musclé d'un certain côté, mais se gardent bien de mettre leurs actes en accord avec leurs paroles.
Merci beaucoup Philippe Migaud d'avoir été avec nous sur i24 News ce matin. Bonjour Rudy Saada, vous êtes notre spécialiste d'Internet. Alors cette crise bat son plein sur le web depuis le début du conflit. On en parle souvent et on le voit ces derniers jours. La Russie a eu quelques problèmes dans sa communication, non pas à la télé où tout se passe extrêmement bien, mais sur Internet ça se passe moins bien. C'est ça, on connaît le talent, si je peux m'exprimer ainsi, le talent russe de la propagande russe, elle-même inspirée de la propagande de l'Union soviétique, mais il semblerait que la maîtrise des réseaux sociaux soit désormais un nouveau problème. Alors commençons d'abord par ce que maîtrise bien le pouvoir russe, c'est-à-dire la propagande et la falsification via des canaux dits traditionnels, c'est-à-dire la télévision. Alors il y a une semaine, le JDD démontait à travers plusieurs exemples la propagande des télévisions russes, notamment Russia One et Russia 24. Alors vous voyez par exemple sur le document qui va passer, voilà, repris par la télé ukrainienne, que sur les chaînes russes on créditait par exemple le candidat de l'extrême droite ukrainienne de plus de 37% des suffrages, alors qu'en réalité il n'a fait que moins de 2%, le but étant de discréditer la démocratie ukrainienne et aussi le pouvoir en place. Alors autre exemple, lors du crash du Boeing de la Malaysia Airlines abattu au-dessus de l'Ukraine, les chaînes russes avaient avancé un tas d'explications farfelues, que l'avion de Poutine était alors visé alors que finalement il était à 1000 km de l'impact, plus au nord, que l'appareil s'est écrasé tout seul, qu'il a explosé à cause d'une bombe, rien qui ne puisse finalement impliquer l'armée russe, une propagande que le journaliste Andrei Malgin juge grossière et pire que celle pratiquée en son temps par l'Union soviétique. Alors sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué. Depuis, les réseaux sociaux sont passés par là et là, les choses se compliquent pour la Russie. Voilà, les choses se compliquent notamment parce que les soldats russes eux-mêmes communiquent sur les réseaux sociaux et contredisent finalement le discours officiel. Oui, alors on connaît la ligne officielle de la Russie qui nie toute implication dans la guerre en Ukraine. C'est en tout cas le discours officiel, mais ça c'était avant Internet et surtout avant lui. Lui, on va le voir, c'est Alexandre Sotkin. Il a 24 ans et il aime bien poster des photos sur le réseau social de partage de photos Instagram. Son compte a été repéré par le site américain BuzzFeed spécialisé dans l'Internet. Depuis juillet, il pose cette ravissante série de photos et je ne sais pas si vous savez, mais quand vous postez des photos sur Instagram, elles sont automatiquement géolocalisées. Ça veut dire qu'on sait d'où elles sont envoyées. Absolument. Alors, la Russie dit qu'il y a des soldats qui sont partis de leur plein gré volontairement pour faire du tourisme ou qui se seraient perdus. Oui, mais là, il est vraiment en mission et il parle des missions et des exercices qu'il fait avec son unité. Alors les photos que vous voyez, elles sont localisées du côté de Volochino. C'est un petit village au sud de la Russie et donc son unité militaire est bien stationnée là-bas. Le 5 juillet dernier, il poste cette photo où il semble un petit peu fatigué et pour cause, si on regarde où ont été postées ces photos, on s'aperçoit que Sotkin et son unité ont tout simplement franchi la frontière et se trouvent désormais en Ukraine. Voilà, ils sont derrière la ligne de démarcation, mais on est sûr de la localisation de ces postes ? On est quasiment sûr. C'est-à-dire qu'il est possible de falsifier une position sur Instagram, mais il faut s'y connaître et rentrer dans des réglages assez compliqués, ce qui, sans lui faire offense, semble pas trop être le style d'Alexander. Mais le problème est de plus grande ampleur pour les autorités russes. Les soldats russes sont très friands de réseaux sociaux, notamment VKontakte, qui est le Facebook russe, le réseau social numéro 1 en Russie, et certains d'entre eux se sont laissés aller tout au long de l'été à des posts et des commentaires qui laissaient peu de doute sur les intentions russes. Par exemple, sur la page du soldat Vadim Grigoriev, on pouvait lire le 23 juillet dernier, on a tiré toute la nuit sur l'Ukraine avec cette série de photos montrant une demi-douzaine d'obus et 2 canons d'artillerie. Bon, alors ça ne plaît pas évidemment au Kremlin, on s'en doute, ce genre de poste. Il y a des mesures qui ont été prises ? Alors, dans un premier temps, les soldats ont été tout simplement rappelés à l'ordre. D'ailleurs, le soldat Grigoriev qu'on vient de voir, dès le lendemain, a affirmé que son compte avait tout simplement été piraté. Mais alors, conscient du danger pour la communication russe, un député a début août proposé un projet de loi visant à fortement limiter, voire interdire l'usage d'Internet pour les soldats russes. Mais pas question pour eux d'admettre pour autant que les troupes sont bel et bien en Ukraine et il cite, ce député dit c'est juste pour crâner devant leurs petites amies et qu'ils mentent et qu'ils disent qu'ils sont en Ukraine. Non mais c'était une citation. Alors pour finir cette page sur la communication russe, je voulais vous montrer un tweet signé du compte officiel de la diplomatie canadienne à l'OTAN. Regardez, elle est adressée aux soldats russes et c'est une carte simplissime. La Russie, pas la Russie, et ce sous-titre: la géographie peut être difficile pour les soldats russes qui se perdent et entrent accidentellement en Ukraine. Donc voilà, je vous ai montré là, c'est la version francophone et sachez que la version anglophone a été retweetée 5000 fois en quelques heures.
Voilà pour cette propagande russe difficile à maîtriser. Merci Rudy. Alors Betsabé, on va essayer de continuer de parcourir l'actu internationale avec vous. D'abord, on parle ce matin aussi de l'État islamique dont les qualités sont quotidiennement vantées par la presse. Oui, et pas n'importe quelle presse. En plus, regardez par exemple le New York Times, Barbara, l'État islamique affiche une manipulation habile de différents supports médiatiques, depuis Twitter aux vidéos dites artistiques qu'ils publient, même si, reconnaît le journal, eh bien, leur fanatisme et leur décapitation viennent d'un autre siècle. Leurs méthodes, elles, sont adaptées à notre époque et si bien maîtrisées que cela inquiète les services de renseignement occidentaux. Alors jusque-là, rien de vraiment nouveau. Barbara, on en a déjà parlé, sauf que je me suis trouvée face à un article qui en fait ressemblait à un article qui vanterait les stratégies de com extraordinaires d'une boîte. Par exemple, le New York Times s'intéresse à cette indéniable qualité, le succès de leur recrutement. On pourrait substituer à l'État islamique une entreprise dont la stratégie de vente est révolutionnaire et dont les clients seraient en fait ces djihadistes potentiels. Magazine en anglais, adaptation du langage, donc les djihadistes se trouvent géographiquement donc en Occident ou déjà sur place, bien sûr, des speeches attractifs. Voilà les recettes de l'État islamique, sans compter les victoires rapides, les armes, l'argent qu'ils détiennent. Alors résultat, depuis la prise de Mossoul, eh bien, les autres groupes armés ont peine à recruter des djihadistes. Tout le monde veut aller rejoindre les rangs de l'État islamique. Pour preuve, plus de 2000 occidentaux déjà dans les rangs de l'EI. Voilà pour l'État islamique. On va continuer de balayer l'actu internationale après un nouveau journal avec vous. Betsabé, on parlera également cinéma avec la Mostra de Venise, le plus vieux festival du monde, qui a ouvert ses portes mercredi. Vous allez le voir, une programmation éclectique cette année. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Et Betsabé, on poursuit l'actu internationale avec vous en quelques clics. Un clic qui s'est arrêté également ce matin sur des fantômes. Ça se passe en Birmanie, Barbara. Birmanie qui doit faire face à un calamiteux bilan en matière de sécurité aérienne, 9 fois plus que la moyenne internationale. Alors la raison, ce ne serait apparemment ni le manque de formation des pilotes ou encore des appareils qui seraient vieillissants. Non, la raison, ce serait que des fantômes et des esprits hantent les avions, l'aéroport, les douanes, nous raconte Courrier International, qui se base sur des témoignages réguliers et même des études qui ont été faites sur place. Ainsi, un rapport d'anthropologie explique, je cite, à 2 occasions, des pilotes de la Myanmar Airways ont raconté que la fonction démarrage automatique de leur appareil avait été enclenchée alors qu'ils venaient d'entrer dans le poste de pilotage et qu'ils n'avaient pas encore touché aux commandes de bord. Alors les vols concernés se sont néanmoins bien déroulés. Alors on parlait de stratégie de communication tout à l'heure. La Birmanie est sans doute un petit peu à la traîne apparemment. Non, mais c'est très logique, ce sont des fantômes évidemment. Allez, on part en Italie où le pays est plutôt tourmenté. C'est beaucoup plus sérieux, en cause une campagne contre l'adoption par les couples gays. Exactement, une campagne au goût un petit peu douteux. Elle est signée Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, c'est un parti plutôt jeune en fait. Il date de 2012, je crois. Il est né d'une scission du parti berlusconien Popolo della Libertà. Vous en avez peut-être entendu parler puisqu'il a fait une alliance en 2014 avec le Front National en France. Alors, il est en campagne contre l'adoption par les couples homosexuels. Alors, Fratelli d'Italia a utilisé cette photo que vous allez le voir d'Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, qui est donc un photographe milanais, italien, très connu, notamment pour sa campagne pour Benetton, encore contre l'anorexie. Alors, avec ce slogan, un enfant n'est pas un caprice. La polémique ne fait qu'enfler, bien sûr, et surtout, l'affaire risque d'aller devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce que, apparemment, Toscani n'était ni au courant, ni d'accord de cette campagne. Le parti a eu beau s'excuser. Toscani a dit que c'était trop tard et que ça ne lui suffisait pas. Oui, c'est pas vraiment les mêmes bords politiques. Voilà pour l'Italie. On finit par une bonne nouvelle. Ça se passe en France. C'est la fin de la flûte à bec au collège. Quelle révolution ! Bonne nouvelle pour vous. Bientôt, vous n'en entendrez plus parler. Je propose d'ailleurs aux écoles israéliennes d'en prendre de la graine. En France, eh bien, la lutte a été progressivement entamée depuis 2008. Et là, le Huffington Post nous explique que cette rentrée serait apparemment la bonne
bonne. Et oui, la flûte ne ferait pas partie des fournitures scolaires. Alors, au grand bonheur des élèves, des parents et sans doute des voisins, peut-être même de Vivaldi qui pourra enfin reposer en paix, puisqu'une professeure de musique raconte la légende veut même qu'un inspecteur ait pris la décision de supprimer la flûte après avoir entendu une classe massacrer Vivaldi une fois de trop. Alors, la flûte était censée donner un premier contact, bien sûr, avec la musique, mais finalement, l'effet a été inverse. D'ailleurs, une prof de flûte à bec à la retraite explique: quand je dis que je suis flûtiste, les gens ont un mouvement de recul. Voilà, c'est ça a créé l'effet inverse. Donc on conseille quand même aux jeunes de se rapprocher de la musique, mais peut-être par d'autres moyens. Merci beaucoup. À la poubelle, la flûte à bec. Bethsabée. Laetitia Lorraine est avec nous ce matin. Bonjour, on va parler avec vous cinéma et la Mostra de Venise dans un instant. Mais Rudy, tout d'abord avec vous, on continue ce tour d'horizon des nouvelles ce matin sur Internet avec vous, et on commence par une découverte faite sur un ordinateur d'un djihadiste. Il est d'origine tunisienne et il combat avec l'État islamique. Oui, alors c'est le site internet Foreign Policy qui a été relayé par Slate.fr qui évoque cet ordinateur que vous allez voir. Il a été saisi par un officier d'un groupe modéré de rebelles au nord de la Syrie lors d'une attaque d'un bâtiment de l'État islamique dans la province syrienne d'Idlib. Alors, dans leur fuite, les combattants de l'UI ont laissé donc cet ordinateur de marque Asus en l'allumant. Pas de mot de passe nécessaire, mais aucun fichier non plus, aucun fichier visible, sauf qu'après une courte et très simple manipulation informatique ont été découverts 146 gigas de données, soit plus de 35 000 fichiers. Alors dans ces dossiers, on trouve ce à quoi on pouvait s'attendre. En vrac, on y trouve des kits d'arguments de justification idéologique au djihad, des vidéos d'Oussama Ben Laden, des manuels pour fabriquer des bombes, des instructions sur comment voler une voiture ou comment, nous dit Slate, des conseils pour savoir se déguiser pour éviter d'être arrêté en voyageant d'un bastion djihadiste à l'autre. Alors jusque-là, on est plutôt dans un contenu classique, mais la vraie révélation de cette saisie d'ordinateur, c'est un manuel de 19 pages sur la manière de développer des armes biologiques. On apprend donc que Mohamed S, un djihadiste venu de Tunisie, était en train de se former en autodidacte quasiment à l'utilisation d'armes biologiques. Est-ce qu'on sait si ce Mohamed S avait des vraies compétences terroristes? Alors, le site internet Foreign Policy a fait une petite enquête et il semblerait en effet que Mohamed ait étudié la physique et la chimie dans 2 universités du nord de la Tunisie. Ils ont donc vérifié et son objectif est clairement indiqué dans le document. L'idée est de planifier une attaque biologique d'une grande ampleur, une attaque choc, une attaque digne du 11 septembre au niveau du retentissement et du nombre de victimes. Le document retrouvé vante même les avantages des armes biologiques. Regardez plutôt l'avantage des armes biologiques et qu'elles ne coûtent pas cher pour un bilan humain qui peut être énorme en termes de victimes. On y apprend que des tests ont même déjà été réalisés sur une souris. Un microbe lui a été injecté et les symptômes de ce virus sont apparus en 24 heures. Il y a même, une fois que ces armes seront développées et efficaces, des conseils sur le futur mode opératoire. On va le lire aussi. Utiliser des petites grenades contenant un virus et jeter-les dans un endroit clos comme les métros, les stades de football ou les salles de concert. Le mieux est de le faire près de l'air conditionné. C'est une menace crédible qui est prise au sérieux par les autorités? Oui, elle est prise au sérieux depuis longtemps et la réponse est oui. Alors, il y a plusieurs nuances. Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, rien ne laisse penser que les djihadistes possèdent ces armes. Cela dit, cela confirme ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les djihadistes essayent par tous les moyens de se procurer ces armes. Et le journaliste de Slate nous rappelle que Al-Qaïda essaye depuis plusieurs années de fabriquer ces armes chimiques et que les États-Unis, en réponse, ont déployé des moyens financiers considérables pour les en empêcher. Cela dit, selon le directeur du centre de recherche sur les menaces asymétriques en Suède, plus l'État islamique prospère et s'installe, plus la recherche va progresser. Par exemple, on apprend qu'à l'heure actuelle, l'EI contrôle l'université de Mossoul, un endroit dans lequel les recherches peuvent continuer, alors que les combats, eux, continuent aussi en front et en front arrière. Donc il peut y avoir ce genre de recherche. Alors pour l'instant, créer ces armes devient tout à fait techniquement possible. Leur moyen de propagation reste toujours un problème et n'a pas été solutionné. Cela dit, la conclusion de cet article, c'est de dire que plus longtemps le califat existera, plus il y aura de chances, enfin si on peut parler de chance, que des jeunes comme Mohamed S qui ont une éducation scientifique arrivent à mettre au point ce genre d'armes complètement dévastatrices. Voilà, menace d'attaque biologique peut-être au Moyen-Orient. On note que ce matin, les combats continuent de faire rage côté syrien de la frontière israélienne entre
forces loyales et forces rebelles et qu'un obus de mortier syrien a explosé en territoire israélien. C'était il y a moins d'une heure. Voilà pour cette situation et on termine par la communication post-bordure protectrice. Après 50 jours de conflit, évidemment sur Internet, tant le Hamas et Israël crient victoire. Oui, victoire. Et la dernière vidéo en date, on la doit au compte Facebook d'Avichai Adri, le porte-parole en langue arabe de l'armée israélienne. Une page donc destinée au public arabe qui comptabilise 560 000 likes, ce qui est considérable. Alors, on le sait, le Hamas crie victoire après la signature du cessez-le-feu permanent. Et bien, Adri et la communication israélienne ont imaginé ce que donnerait une conversation virtuelle qui n'est évidemment pas arrivée entre Haniyeh et Méchal tout au long de l'opération Bordure Protectrice. Regardez. Voilà, donc on ironise sur la victoire. Et Barbara, après 50 jours de conflit, une interminable attente avant de vous revoir sur ce plateau en ce 1er septembre, j'ai le plaisir de célébrer le retour de la vidéo de chat dans le morning. Enfin, c'est la nouvelle coqueluche du web, ce chat déguisé en requin par Hélène, sa maîtresse, et qui se balade sur un aspirateur automatique. C'est assez hypnotisant et cela totalise plus de 500 000 vues. Voilà, alors, éditorialement, ce n'est absolument pas justifié de passer ça ce matin, mais c'était juste pour faire plaisir. Exactement, c'était pour vous souhaiter bienvenue dans le morning. Pourquoi il est déguisé en requin, ce chat? Je sais pas, c'est le concept. Il y a plusieurs vidéos comme ça et donc il ne s'en lasse pas. La vidéo dure 2 minutes et pendant 2 minutes, il ne va pas bouger. Voilà, et il va repartir de l'autre côté. Voilà, donc c'est assez hypnotisant. Et il vous souhaite bienvenue dans le morning, Barbara. Rudy, je vais vous répéter ce que je vous répète chaque jour. Heureusement que vous existez. Merci d'être là. Allez, on parle cinéma avec vous. Laetitia, le plus vieux festival de cinéma au monde, la Mostra de Venise, a ouvert ses portes mercredi. Programmation éclectique et puis le comeback de certains noms. Oui, complètement. Le festival s'est ouvert vendredi avec le film de Alejandro González Iñárritu, Birdman. C'est une mise en abîme de la carrière de Michael Keaton qui fait son grand retour. On l'a pas beaucoup vu récemment sur nos écrans. C'est donc l'histoire d'un acteur qui va tenter un comeback après avoir incarné un super-héros, Birdman, dans les années 90, et après avoir eu un long passage à vide. On va regarder tout de suite ce que ça donne en images. How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember? Show them what we're capable
envie. Ouais, voilà, un film qui promet avec, on l'a vu, un casting absolument incroyable. Naomi Watts, Emma Stone et Edward Norton. Ouais. Donc voilà, c'est pas le seul acteur qui revient à la charge. L'autre comeback, si on peut appeler ça un comeback, puisqu'il n'a pas vraiment disparu de nos écrans depuis des années, presque 40 ans, c'est Al Pacino qui a marqué l'événement ce week-end avec une conférence de presse. Tout le monde était au rendez-vous pour entendre l'acteur au charisme menaçant, mythique, s'exprimer sur une variété de sujets très intimes, montrant une touche de vulnérabilité en abordant la dépression, mais aussi les difficultés du métier d'acteur. Il a précisé que sa carrière n'était pas en phase d'atterrissage, qu'il n'aimait pas cette métaphore, mais que c'était comme ça. Donc cette année, il présente 2 films pendant la Mostra de Venise, l'un en compétition, Mangelhorn, qui est réalisé par David Gordon Green, où il joue le rôle d'Angelo Mangelhorn, un vieil homme excentrique, serrurier dans une ville du Texas et dont la seule préoccupation c'est de nourrir son chat, comme vous aimez bien, comme vous aimez le faire, et où la rencontre avec une femme va lui permettre à ce vieil homme de remonter la pente avant de se faire rattraper par ses vieux démons. L'autre film qu'il présente, c'est hors compétition cette fois-ci, c'est The Humbling. On a quelques images, c'est de Barry Levinson, qu'il retrouve après avoir tourné avec lui dans un film télévisé sur HBO qui a fait un carton qui s'appelle You Don't Know Jack. Là, The Humbling, dans ce film-là, il incarne un acteur âgé qui est plongé dans une crise existentielle et qui retrouve goût à la vie en rencontrant la fille d'un autre comédien de 20 ans plus jeune que lui. Donc c'est 2 films, des tons très différents, traités de manière très différente, mais où le face-à-face avec la vieillesse est bien présent et où l'amour est finalement le seul sauveur. Et j'aimerais juste revenir sur la conférence de presse. Vous n'avez pas vu une petite ressemblance avec quelqu'un? Non? Je sais pas. Alors on va regarder une image qu'un internaute a postée sur Twitter. C'était lors de la conférence de presse dont vous venez de parler à la Mostra de Venise. Je ne sais pas si on va pouvoir voir cette image où on voit Al Pacino qui ressemble. Johnny Hallyday sort de ce corps et c'est vrai que c'est à s'y méprendre avec les lunettes et le petit bouc. Voilà. En tout cas, je trouve qu'il a l'air en pleine forme. Alicia, vous parliez de vulnérabilité, vous parliez de l'âge d'Al Pacino. Pour un acteur de sa trempe, est-ce que c'est difficile à ce stade de sa vie de trouver encore les bons rôles? Alors, je pense que déjà pour un acteur, c'est toujours difficile de trouver les bons rôles. C'est vrai qu'Al Pacino, il fait partie de cette génération d'acteurs, de l'acteur studio légendaire. On le compare souvent à Robert De Niro. Mais Robert De Niro, c'est vrai, quand on regarde son parcours de carrière, en ce moment, c'est plus vers la comédie qu'il va se tirer. C'est d'ailleurs ce que font en général les acteurs vieillissants. Ils vont vers la comédie, puisque c'est vrai qu'ils en deviennent rigolos pour les spectateurs. Al Pacino, lui, a refusé de prendre ce passage. Il a vraiment envie de continuer à explorer sa fibre shakespearienne, son côté hamlétien. Il a envie d'avoir des personnages, des caractères profonds. Comme je disais tout à l'heure, il a accepté des rôles à risque. Là, on peut le voir sur ces images dans Phil Spector, qui était un film sur le producteur hollywoodien qui a été accusé de meurtre, ou alors dans You Don't Know Jack de Barry Levinson, comme je disais aussi tout à l'heure, où c'est des rôles très risqués, où il arbore quand même la moumoute, où il arbore son bronzage, son visage lifté, ses lèvres botoxées. C'est vrai qu'il y a un aspect comique, mais c'est pas un aspect comique qu'il choisit, c'est un aspect comique qu'on lui donne en tant que spectateur, et c'est exactement représentatif de sa carrière, de ce qu'il est, Al Pacino, excentrique jusqu'au bout des ongles. Tragicomique presque, Al Pacino, mais il y va, il se mouille. Merci beaucoup Laetitia d'être venue nous en parler. Merci Rudy. Merci Betsabé, c'est la fin de cette édition. Merci à vous surtout de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et à demain.